Oui, bonjour. Donc on va un petit peu remonter au nord et je vais donc vous faire un point d'étape entre guillemets sur un projet que l'on mène depuis maintenant quelques années sur les aquifères du Sahara et du Sahel, avec l'idée d'essayer de reconstituer la recharge de ces grands systèmes aquifères en utilisant un traceur, le chlore 36, qui est peut-être pas forcément très connu. Alors, il y a deux façons de voir un peu la problématique. D'un point de vue hydrogéologique, d'abord, ou plutôt de la question de la ressource en eau. Ici, je vous montre une carte qui représente la teneur en eau, en tous les cas le stockage en eau souterraine sur l'Afrique. Et on peut remarquer que les régions du nord de l'Afrique, du Sahara et du Sahel, contiennent des quantités d'eau extrêmement importantes par rapport à d'autres régions. Et si on s'intéresse plutôt à cette région-là, entre autres les pays tels que l'Algérie, le Tchad, choses comme ça, on remarque que ces grandes quantités d'eau sont aussi les moins renouvelables. Donc il y a toute une problématique à essayer de comprendre quelle est la recharge de ces grands systèmes aquifères. Alors ça, c'est une première façon de voir, entre guillemets. Puis la deuxième, c'est d'essayer de voir si ces systèmes aquifères ne peuvent pas constituer des archives climatiques, et c'est un peu ça qui nous intéresse ici, par rapport à la communauté des paléos ou des quaternaristes, savoir si on peut essayer de tirer des informations contenues dans ces grands systèmes aquifères, en particulier savoir quand est-ce que ces grands systèmes aquifères se sont rechargés. Alors, pour ce faire, on a une boîte à outils qui est finalement assez limitée quand on est géochronologue et qu'on veut essayer de dater des eaux. Donc ici, vous avez la boîte à outils, vous avez des outils qui permettent de dater des eaux très récentes, vous avez le C14 qui permet de faire un peu la transition. Donc ici, en ordonnée, vous avez la gamme de temps, entre guillemets, qui permet d'être tracée par les différents types de traceurs. Et puis quand on veut dater des eaux qui sont relativement anciennes, on se rend compte qu'on n'a pas énormément d'outils. On a l'hélium 4 qui est un peu compliqué, le krypton 81 qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, et puis il y a le chlore 36. Je dis pas que c'est simple à mettre en œuvre, mais vous allez le voir. Grâce à un nouvel équipement, on est capable de dater maintenant ou de faire des analyses de 44 ans. Alors pour faire simple, je vais pas faire trop de géochimie. Pour faire simple, le chlore 36, c'est comme le C14, mais en plus simple, du moins quand il s'agit de l'appliquer aux eaux. Alors la demi-vie du C14, du chlore 36, vous voyez, je confonds, c'est 300 000 ans. C'est un isotope cosmogénique, il est produit dans l'atmosphère par interaction du rayonnement cosmique avec, entre autres, les atomes d'argon. Donc c'est un peu équivalent au C14 si vous voulez. Et puis on y reviendra un peu. Il y a aussi une production anthropogénique qui est liée aux tests thermonucléaires dans les années 50. Le principe de la datation, donc comme je vous disais, comme le radiocarbone, on va regarder la décroissance radioactive de l'élément au cours du temps, à savoir on va piéger une quantité de chlore 36 dans notre système, et puis une fois que celui-ci, l'eau va rentrer dans le système aquifère, il va décroître, donc c'est un peu comme le C14. La question centrale quand on veut dater une eau, c'est la question du rapport ou la concentration initiale en chlore 36, qui est représentée ici. Alors à des fins liées plutôt à des problèmes analytiques, la concentration en chlore 36 sont le plus souvent exprimées en rapport chlore 36 sur chlore total. Et vous voyez, entre guillemets, vous ne voyez pas ici, mais les rapports généralement que l'on observe sont de l'ordre d'une centaine d'atomes, 10 puissance moins 15 atomes de chlore. Alors, pourquoi on peut faire maintenant des analyses chlore 36 ? Parce que un accélérateur de masse Aster a été installé, donc c'est un instrument social, a été installé au CEREJ depuis une dizaine d'années. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait plusieurs tests de reproductibilité analytique sur des échantillons d'eau, entre autres ici, qui proviennent du Nigeria. Et la reproductibilité que l'on atteint sur cet accélérateur est de l'ordre de 8% sur le rapport chlore 36 sur chlore. Alors là, je vais vous présenter deux cas d'école. Donc c'est des résultats qui ont été obtenus dans le cadre de 5 tests différentes. Alors les gens ont fait plein d'autres choses, mais ils ont aussi fait du chlore 36. On va regarder ce qui se passe d'abord dans le système du aquifère du Nord Sahara, et ensuite on ira sur le bassin du lac Tchad. Alors, pour regarder le système aquifère du Sahara septentrional, donc c'est un des plus grands systèmes aquifères du monde, après l'aquifère du Great Artesian Basin en Australie. Il est composé de 2 couches, une couche superficielle du continental terminal et une couche plus profonde qu'on est intercalaire. Ici, vous avez la piézométrie, donc les lignes de courant. Vous voyez que la principale zone de recharge se retrouve au niveau de l'Atlas algérien, avec des lignes de courant qui vont vers les shots tunisiens. Alors, nous avons essentiellement travaillé sur la partie sud de la Tunisie, et on a utilisé des données qui ont été aussi produites par notre collègue Amine Gendouz et Jean-Luc Michelot dans les années 90 sur un transect algérien. Alors ici, voilà.
Là, je vous présente les résultats qu'on a obtenus sur le complexe terminal, donc la partie supérieure. Vous avez ici, en abscisse, l'inverse de la concentration, ici le rapport chlore-tantis sur chlore. Ici, ce que l'on voit dans ces données-là, c'est qu'on a essentiellement un effet évaporatoire, avec des eaux qui sont relativement peu chargées en chlore et rapport chlore-tantis-chlore constant, et ensuite une dissolution du halite. Donc typiquement dans ce type de système, le chlore-tantis ne trace pas, entre guillemets, un temps de séjour, mais plutôt la dissolution de halite. Alors si on fait des analyses C14, on sait que ces eaux sont plus ou moins holocènes, donc on sait très bien que cette diminution du rapport chlore-tantis sur chlore ne reflète pas un effet d'âge. Je vais y arriver, excusez-moi. Non. Voilà. Par contre, il y a un point intéressant ici, c'est qu'on est capable de définir plus ou moins quel est le rapport chlore-tantis-chlore initial dans le système aquifère. Et ici, il est de l'ordre de 130, ce qui est cohérent avec les données qui avaient été données aussi par Amin Gendouz. Donc ici, maintenant, je vous présente les résultats qu'on a obtenus sur le complexe intercalaire. Donc en bleu, vous avez les données de Amin Gendouz et Jean-Luc Michelot, et en rouge, les données qu'on a obtenues sur la partie tunisienne du système. Alors qu'est-ce que l'on observe ici? C'est qu'on a et de la dissolution de halite, mais aussi un effet d'âge assez marqué qui permet quand même de redater ou de proposer des contraintes temporelles sur la recharge de ce système-là. Alors, je vais pas rentrer dans le détail. On a travaillé en combinant de la modélisation sur une ligne de courant qui vient donc de l'Atlas algérien vers la Tunisie, pour essayer de reconstituer quelle a pu être la recharge de ce système-là à partir du jeu de données que l'on avait. Alors en faisant une hypothèse sur les taux de recharge essentiellement pendant les périodes interglaciaires, et en inversant le modèle, on a pu mettre en évidence que la recharge principale de ce système-là date du stade isotopique 5. Alors c'est un peu un exercice de style, mais s'il y a un résultat qui est relativement robuste, c'est que l'aquifère, en tous les cas du aquifère septentrional, a été marqué par une recharge intense pendant le stade isotopique 5. Alors maintenant, on va passer sur le bassin du lac Tchad. Le bassin du lac Tchad, c'est un des plus grands bassins endoréiques. Il est partagé entre 6 pays, et au son cœur, on retrouve le bassin terminal du lac Tchad. Alors, je vais vous parler à un moment donné des lacs d'Ounyanga qui sont situés dans la partie nord, mais dans un premier temps, je vais vous parler des résultats qu'on a obtenus sur la partie sud du bassin, la partie active aujourd'hui hydrologiquement, et en particulier sur les résultats qu'on a obtenus et sur l'aquifère quaternaire, donc la nappe libre de surface, et sur un aquifère profond qui est sous ce bassin-là. Donc ici, vous avez l'extension de l'aquifère quaternaire, ici vous avez l'extension du méga-lac Tchad. Et donc vous voyez que l'aquifère quaternaire est en contact avec le lac Tchad actuel et potentiellement les paléolacs, mégalacs. Et dessous, vous avez un grand système aquifère qui affleure au niveau des bas pays. Et donc lorsqu'on avait une phase de mégalac, ce système-là était en contact avec le grand système lacustre tchadien. Ici, je vous montre tous les résultats. Alors, en blanc, vous avez les données sur l'aquifère quaternaire et les eaux de surface. Je vais pas y passer énormément de temps, mais c'est particulièrement intéressant. Et en dessous, vous avez les données sur l'aquifère profond du continental terminal. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans ces jeux de données, c'est qu'on voit qu'on a une ligne de base qui sépare d'un côté les données sur l'aquifère profond et celles sur les aquifères de surface ou les eaux de surface. Cette valeur correspond à une valeur chlore-tantis sur chlore de 200 à 220 10 puissance moins 15 atomes par atome, et celle-ci est interprétée comme étant, entre guillemets, la production naturelle actuelle sur le bassin. J'ai bien dit naturelle. Alors, comment expliquer que l'on a des valeurs qui peuvent atteindre 6000? Et ben ça, c'est directement fait à la présence des retombées nucléaires sur le bassin du lac Tchad, donc a priori dans les années 50. Donc ça, c'est une donnée extrêmement intéressante et un peu novatrice de travaux qu'on a eu. Je vous cache pas qu'on a été un peu surpris d'avoir des telles valeurs qui sont totalement anomaliques, parce qu'elles nous indiquent clairement une recharge active de l'aquifère quaternaire très récente. Si maintenant on regarde les aquifères, les eaux de l'aquifère profond, on a clairement une évidence d'une décroissance radioactive avec très peu d'évaporation ou de phénomènes liés à la conversion de concentration en chlore. Et quand on a des valeurs qui atteignent la valeur quasiment de 10 puissance moins 15 atomes par atome, ça indique des eaux qui peuvent aller jusqu'au point du million d'années, voire même à l'équilibre, voire même plus vieilles. Alors maintenant, on va aller voir les lacs d'Ounyanga. Donc c'est un système très particulier qui est assez connu puisque c'est dans ces lacs-là
que Stéphane Kroplin a produit des enregistrements un peu phares de la reconstitution de ce qui s'est passé dans cette région-là au cours des derniers 6000 ans. Donc ce sont des lacs actuellement terminaux, donc ils sont hyper salins, mais jadis ils étaient ils étaient moins salés et ils étaient des eaux nappes d'eau libre, probablement alimentées par le Dibasti. Donc là on a fait tout un tas d'analyses sur les eaux de l'aquifère et les eaux du lac. En rouge et orange, vous avez les données que l'on a obtenues donc, sur les lacs d'Onyanga, comparées aux données que l'on a sur l'aquifère quaternaire, les eaux de surface plus au sud du lac. Et on voit que toutes nos données sont cohérentes avec une valeur entre l'ordre de 200 et 220. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que même au nord du lac, la production en chlore-tantis-chlore est plus ou moins constante par rapport à ce qu'on observe au-dessus du lac. Et ça indique clairement que les eaux qui alimentent aujourd'hui les lacs et donc le bassin nubien sont directement holocènes. Donc on n'a pas d'effet d'âge, donc les eaux qui alimentent ce système aquifère sont holocènes. Alors pour faire un point et l'intérêt de ces données-là, ici je vous montre les résultats des études qui ont été réalisées sur l'aquifère nubien, donc en Égypte et en Libye, où il y a différentes analyses et de krypton 81 et de chlore 36 qui ont été menées par des équipes américaines et égyptiennes. Ici vous avez la position des lacs Onyanga, et on voit que les lacs d'Onyanga correspondent à une zone de recharge de ce grand système aquifère. Donc ici je vous remonte les données. En violet ici vous avez les données chlore 36 sur chlore obtenu par Patterson et Sturkio, donc sur l'aquifère nubien. Ici, vous avez la ligne de base que nous, on a déterminée dans la zone de recharge. Et ici, vous avez la valeur 131 qui correspond à la valeur qu'eux, ils ont considérée pour calculer leurs âges chlore-tantis-chlore dans le système. Donc cette valeur était un peu ad hoc, entre guillemets, s'appuyait sur des données aussi, parce qu'elle est cohérente entre autres à ce qu'on retrouve dans la partie algérienne de l'aquifère du SAS. Et là on voit que si on modifie cette valeur d'entrée, ben finalement on va avoir des âges qui sont plus anciens qu'initialement pensés dans l'aquifère nubien égyptien. Donc on peut avoir des eaux, elles aussi, là, extrêmement anciennes dans cet aquifère. Alors, pour résumer, donc, en tous les cas, vis-à-vis des géologues quaternaristes, je pense qu'il y a 4 informations extrêmement importantes à retirer. C'est que nos données montrent qu'on peut utiliser le chlore 36 lié au test thermonucléaire comme un nouveau traceur de la recharge des systèmes aquifères. C'est extrêmement intéressant, entre autres en zone sahélienne, puisque le tritium est à toute fin pratique plus utilisable du fait de sa décroissance radioactive. Avec une demi-vie de 300 000 ans, le chlore 36 thermonucléaire, il est encore là pour un certain temps. Si on essaye d'avoir des interprétations entre guillemets en termes de paléohydrologie, notre travail sur le système aquifère du Sahara septentrional montre que on a très probablement eu une recharge extrêmement significative du système pendant le stade isotopique 5, ce qui est assez cohérent avec ce que l'on croit savoir ou connaît entre guillemets de la paléohydrologie de la région, où entre autres les carottes marines indiquent potentiellement une réactivation des réseaux hydrographiques vers la Libye et vers la Méditerranée pendant cette période. Enfin, on a des eaux anciennes, voire extrêmement anciennes, dans tous les aquifères du continental terminal et aussi de l'aquifère nubien, que ce soit dans le bassin du lac Tchad et dans l'aquifère nubien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Des questions ou une question? Oui. Pierre, tu viens de déclarer la fin du C14. Non, sérieusement, dans le lac du Sud, dont j'ai oublié le nom parce que tu es allé un peu vite sur les noms des lacs, tu les connais bien, pas moi. Est-ce que vous avez pu faire du C14 aussi pour voir si on avait le même signal des bombes? Excellente question. C'est un grand sujet que l'on a. Alors, je vais revenir un peu là. Dans les lacs... Voilà, les lacs Hiro et les lacs Vitry, on a travaillé sur le système aquifère. On a des valeurs qui sont relativement élevées en C14. C'est extrêmement compliqué parce qu'on pense qu'il n'y a pas de carbonate, mais il y a des carbonates, il y en a partout. Alors, moi, je crois assez, j'ai fait de la modélisation un petit peu, qu'il y a de la présence de C14 thermonucléaire. Ensuite, les valeurs que l'on a, elles sont plutôt proches de 98-99. On a une valeur à 103, si je me souviens bien, qui tend à prouver que c'est cohérent. Par contre, il faut faire la modélisation puisqu'il faut corriger d'une contribution des carbonates. Qui plus est, ces carbonates sont peut-être holocènes, donc on ne connaît pas réellement même bien le N-member, et en delta C13
et en C14, parce qu'ici sur l'Holocène, ils ne sont pas à 0 PMC, mais ils sont à 50 PMC ou chose comme ça. En delta C13, on a des données sur des carbonates pédogéniques, par exemple, du Nord Cameroun, où on voit une très très forte variabilité en delta C13. Donc c'est extrêmement compliqué à réellement corriger ces valeurs-là, mais moi je suis assez confiant qu'il y a aussi du C14 thermonucléaire dans ce système-là. Évidemment, au Nyanga aussi, on a fait la même chose. Et là, c'est assez intéressant. On n'a pas de C14. Alors, les données C14 confirment l'âge Holocène pour l'aquifère nubien. Par contre, montrent très clairement que l'on a une pompe à CO2 dans le lac du Nyanga, où on a des valeurs qui sont en 100 PMC, ce qui remet en cause, entre autres, le modèle d'âge sur la carotte du Nyanga.